Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur une sorte de controverse autour d'une classification qui vient des États-Unis, les 8 identités blanches. Oui, c'est ça. Une tentative de catégoriser les gens selon leur rapport au racisme. Et notre source principale, c'est une vidéo YouTube. Exactement. La chaîne d'Hémissotrique, il réagit de façon assez critique, on peut dire, à une présentation de ce concept. Concept qu'on attribue souvent au professeur Barnor S. D'accord. Mais point important, et Hémissotrique le rappelle lui-même, l'intention de départ, c'était plutôt de lancer la discussion sur le racisme, le privilège, pas une attaque directe, en principe. Ok, donc notre but aujourd'hui, c'est d'explorer cette critique, voir un peu ce que Hémissotrique reproche à ces catégories, à cette idée de privilège, et puis comment on parle de racisme en France finalement. C'est ça. Mais avant la critique, peut-être juste un mot sur le concept lui-même. Oui, bonne idée. En gros, c'est 8 catégories. Ça va du suprémaciste à l'abolitionniste, en passant par le privilégié, le critique. L'idée, c'est de fournir une sorte de grille de lecture, pour analyser les différentes postures face au racisme systémique. C'est un outil sociologique à la base. Une grille de lecture que Hémissotrique n'aime pas du tout, si j'ai bien compris. Il dit que c'est pauvre et triste. C'est exactement ça, pauvre et triste. Sa réaction est assez vive, oui. Et qu'est-ce qui me motive ça, alors? Quels sont ses arguments? Bon, il y en a plusieurs. Le premier, c'est vraiment central chez lui, c'est qu'il remet en question l'idée même de privilège blanc. Ah oui, le concept même. Ce concept qui vient des études critiques de la race, qui dit qu'il y a des avantages sociaux, souvent inconscients, liés au fait d'être blanc. Pour Dmytrenko, c'est discutable. Et comment il argumente ça? Sur quoi il s'appuie? Il prend l'exemple de la personne qui a fait la vidéo originale, celle qu'il critique, une femme noire. Oui. Et il suggère qu'elle aussi, elle a des privilèges. Une plateforme pour s'exprimer, de la visibilité. Il met ça en contraste avec des situations selon lui bien plus dures ailleurs. Comme où par exemple? Il parle de pays du Gruyère, du tiers-monde, ou même sans aller si loin, de la Guyane, des Antilles. En gros, il dit « Attention, ce concept de privilège blanc, est-ce qu'il s'applique vraiment partout, de la même façon ?» Il conteste un peu son universalité. D'accord, tu vois. Ça interroge la définition et l'application du terme. Et il y a aussi une forte dimension historique dans sa critique, non? Ah oui, tout à fait. C'est un autre point majeur. Pour lui, se plaindre du racisme en France aujourd'hui, ça revient à minimiser, voire même à insulter la souffrance des ancêtres. Il pense à l'esclavage, aux violences extrêmes. Il fait une distinction nette donc. Très nette. Entre les discriminations actuelles, il cite l'exemple de la difficulté à louer un appart, et l'oppression systémique du passé, où la vie même ne vous appartenait pas. Comparer les deux, pour lui, c'est déplacé. C'est une perspective qu'on entend parfois, cette mise en balance historique. Et il critique aussi la généralisation, le fait de mettre tout le monde dans des cases. Oui, absolument. C'est un autre gros reproche. Le danger, selon lui, de ranger tous les blancs dans des catégories. Ça pourrait alimenter ce qu'il appelle une haine anti-blanche ou un racisme inversé. Il donne un exemple précis. Il fait référence à une discussion où on aurait attribué collectivement aux hommes blancs des traits négatifs, comme le vol ou une certaine virilité agressive. Son point, c'est de dire attention, cette haine anti-blanche, ça existe, et ce genre de catégorisation, ça peut la nourrir. Et il va même jusqu'à suggérer que parfois les problèmes sont plus personnels que systémiques. Exactement. Il avance l'idée que certaines expériences négatives, ça pourrait juste être des problèmes entre personnes, pas forcément un racisme structurel. Il a cette formule un peu choc. C'est toi le problème. Comme pour dire que la cause est parfois individuelle. Voilà. Que ce n'est pas toujours le système qui est en cause. Ce qui rejoint peut-être son idée de se concentrer sur la France. Tout à fait. Il le dit assez clairement. Il préfère qu'on s'occupe des problèmes français plutôt que d'importer des concepts ou des luttes qui viennent d'ailleurs, surtout des États-Unis dans ce cas précis. C'est un peu la tension classique entre l'universalisme à la française et ses approches plus identitaires. Et il a cette image assez parlante pour relativiser certaines plaintes. Oui, l'analogie du Lego. Un enfant qui se plaint d'avoir eu le Lego que l'autre enfant a eu, mais pas lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là au juste? J'imagine qu'il suggère une forme de caprice ou de revendication un peu décalée par rapport aux opportunités globales qui existent, même si elles ne sont pas exactement celles qu'on voudrait sur le moment. Une façon de relativiser, quoi. D'accord.
Mais pour être juste, il reconnaît quand même que la vidéo de départ n'était pas agressive dans son intention. Oui, oui. Il le mentionne. Il dit que la vidéo se présentait comme une base de discussion. Et il admet aussi qu'il existe des catégories au sein d'autres groupes, comme les personnes noires. Sa critique vise vraiment cette typologie précise, appliquée aux Blancs. Ok. C'est vraiment ça son focus. Donc, si on résume, on a vraiment deux visions qui s'opposent. D'un côté, une tentative d'outil, une typologie pour analyser comment les gens se positionnent face au racisme. Oui, une sorte de cartographie des attitudes. Et de l'autre, une critique assez virulente qui dit « Non, c'est trop simple, c'est potentiellement injuste et ça oublie l'histoire, ça oublie les individus. » C'est exactement ça l'attention. Simplification utile pour l'analyse versus risque de généralisation abusive et de déconnexion du réel complexe. Ce qui nous laisse avec une question assez fondamentale finalement. Comment on fait pour discuter de ces sujets, le racisme, les privilèges, de manière constructive? Vaste question. Est-ce qu'on peut arriver à voir les dynamiques de groupe, les facteurs systémiques, sans pour autant tomber dans des généralisations qui blessent ou qui effacent les parcours de chacun? Et cette différence énorme entre le passé et le présent. C'est tout l'enjeu, j'ai l'impression. Trouver cet équilibre entre le collectif et l'individuel, entre l'analyse structurelle et le respect des expériences vécues. Pas simple.